l'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette émission de Politiquement Incorrect. Et ça y est, nous sommes à la Maison de l'étudiant, qui nous accueille dorénavant. Sachez-le, le Radio Rec, c'est dans les locaux A01 et A02 de la Maison de l'étudiant. Voilà, on est entre le bâtiment de la future bibliothèque Georges Perec si un jour elle ouvre et Rabelais, Copernic, on est sur une place centrale finalement et cette place pourrait devenir très très intéressante le jour où cette chère bibliothèque ouvrira et où nous pourrons enfin tous cohabiter en tant qu'étudiants de différents horizons. Et ce soir, j'accueille un étudiant d'un horizon particulier, évidemment, puisqu'il s'agit des études européennes et internationales. Hugo, comme d'habitude. Bonsoir Hugo. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Voilà, alors je crois que tu as le micro 1, mais je n'en suis pas sûr, ça aurait été bien de vérifier avant. Micro 2, très bien, voilà, comme ça je vais pouvoir gérer ton son. Autre personnalité qui interviendra peut-être durant cette émission, nous aurons Marc, mais qui est à mes côtés actuellement. Et voilà, on verra si Marc veut réagir à notre débat de ce soir. Bonsoir Marc, même si les auditeurs ne nous entendent pas, ils te souhaitent la bonne soirée, moi je les entends. Voilà, et puis nous accueillons pour la première fois de la saison un invité ce soir dans Politiquement Incorrect, il s'agit de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et donc Valentin qui représente la coopérative Solidarité étudiante, voilà. Alors il m'a dit que c'était une société de coopération d'intérêt collectif, voilà. La Solidarité étudiante, et donc Valentin que nous allons bien sûr laisser se présenter dans un instant. Une émission ce soir consacrée à l'économie sociale et solidaire. En avez-vous déjà entendu parler peut-être ? L'économie sociale et solidaire, eh bien nous allons revenir sur ce qu'est cette économie sociale et solidaire dont vous avez peut-être entendu parler sur les débats. À un moment, il y a eu une réforme, une loi qui est sortie sur l'économie sociale et solidaire. Et donc nous allons en parler durant cette émission. Sachez d'ores et déjà que la semaine prochaine est la semaine de l'économie sociale et solidaire et différents événements seront organisés dans votre fac ou en tout cas dans plusieurs facs, notamment parisiennes, et également un événement à Marne-la-Vallée. Nous aurons le temps d'y revenir ce soir. Voilà pour ces premiers éléments, et donc on va commencer tout de suite l'émission dans le vif du sujet, puisque nous allons bien sûr présenter ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Alors, pour cela, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire a été, dirons-nous, reconnue par décret en 1980. J'espère que je ne me trompe pas de date. 1981, c'est en tout cas la date que j'ai. Mais voilà, elle tire son horizon depuis cette période-là. Peut-être, Valentin, souhaites-tu en dire un mot si tu connais un peu l'économie sociale et solidaire et puis nous interviendrons avec Hugo notamment qui a potassé un petit peu le sujet en amont de cette émission. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est en fait une façon de faire de l'économie. En tout cas, c'est comme ça que j'aime la présenter. Donc, une façon de faire de l'économie en respectant un certain nombre de principes. Déjà, un principe de démocratie interne, puisque en fait, dans les organisations qui se réclament de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des associations, des mutuelles, ça peut être des syndicats, des coopératives comme Solidarité étudiante. L'idée, c'est de gérer ces affaires-là de manière démocratique. Donc, c'est un homme ou une femme égale une voix. Donc ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est que personne est là pour s'enrichir individuellement. C'est le principe de la non-lucrativité. Et ces deux principes liés finalement au principe de coopération entre les individus, forment l'économie sociale et solidaire. Alors, les racines de l'économie sociale et solidaire, c'est il y a un peu plus longtemps que ça, avant que ça soit reconnu de manière effective. C'est en réalité les syndicats qui ont créé des mutuelles, des coopératives
à côté pour rendre des services aux salariés et permettre d'organiser la vie collective dans les entreprises et puis aussi au niveau national. Et il y a encore plein de mutuelles, de coopératives qui existent aujourd'hui, qui existaient il y a très très longtemps et qui structurent toute une profession. Je pense aux mutuelles de profs comme la MGEN par exemple. C'est des mutuelles qui sont anciennes et qui sont ancrées dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, en gros, l'économie sociale et solidaire, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir en prenant des exemples Oui. précis. Effectivement, on peut également nommer donc de mémoire tout ce qui est système des AMAP, qui participe aussi un petit peu de cette économie. Qu'est-ce que l'on a? On a aussi les systèmes d'échanges locaux, voilà, qui existent, c'est-à-dire échanger plus local, faire partie d'un système en fait, dans l'économie sociale et solidaire, une sorte finalement d'économie parallèle, ou en tout cas d'économie dans l'économie, une association, une coopération au sein effectivement de l'économie qui continue à côté. Et j'ai envie de dire aussi, voilà, les monnaies locales également qui en font partie. On avait entendu parler à un moment de la pêche de Montreuil, voilà, des monnaies où on va à la boulangerie de Montreuil, on est de Montreuil, et on a une autre forme de monnaie, voilà, avec des vertus différentes et surtout une idéologie différente derrière celle-ci. Je vois qu'Hugo écoute attentionnément. Peut-être quelques éléments, Hugo, à rajouter sur cette économie, ou alors des questions à poser à Valentin avant que nous passions à la présentation de Solidarité étudiante qu'il représente ce soir également. Non, il y avait une définition que... C'est bon, on t'entend. Une définition que j'appréciais pas mal, qui vient d'une nouvelle économiste, le nouvelleéconomiste.fr, et qui disait simplement qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? C'est l'économie fondée sur des valeurs de gestion participative et d'utilité sociale. Donc voilà, je trouvais la définition assez succincte et assez claire aussi. Voilà, de côté, ce que disait Valentin sur l'organisation démocratique, donc qui relève de la participation, de la gestion participative, et aussi, surtout, on parle d'économie sociale et solidaire, donc il y a une utilité sociale derrière. Si on peut en dire deux, trois choses, notamment la nouvelle loi dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, la loi qui est la loi du 31 juillet 2014, loi d'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, plus simplement. Cette loi, donc, elle donne un statut à l'économie sociale et solidaire. Donc on sait que désormais ça existe de manière officielle et c'est reconnu, voilà, par les institutions publiques. Plus que le concept, c'est le fait même de cette économie qui existe. Et donc cette loi, elle définit ce que c'est. Parce que, autant dire, ça existe, mais oui, ça existe, mais qu'est-ce que c'est? Et donc notamment, dans l'article 2, elle insiste sur l'objet social. Et dans l'objet social, il y a, par exemple, il y a 3 conditions, et notamment on nous dit que aider, être en soutien de personnes en situation de fragilité, que ce soit d'un point de vue social ou économique, c'est rentrer dans le cadre de cette économie-là, ou être dans la lutte contre lutte contre l'exclusion et l'inégalité, je cite, sanitaire, sociale, économique et culturelle. Là aussi, on rentre dans le cas où voilà, toutes les pans des politiques sociales et des logiques de lutte contre les discriminations et l'exclusion et les inégalités finalement rentrent dans le cadre de cette économie-là et donc de cette loi qui la cadre désormais. Et donc forcément, la question qu'on a envie de poser à Valentin qui est là ce soir. Alors, Valentin, tu vas te présenter effectivement ton parcours, ne serait-ce que pour dire à nos auditeurs d'où est-ce que tu viens et de quelle université, puisque tu ne viens pas directement de Marne-la-Vallée. Mais également, et dans un deuxième temps, nous présenter un petit peu où se positionne Solidarité étudiante qui dans cette économie sociale et solidaire. D'accord. Alors, donc sur moi personnellement, mon parcours, je suis étudiant à Paris 8 en philosophie. Et donc j'ai décidé de rejoindre ce projet collectif qui est Solidarité étudiante parce que finalement ça correspond bien à la vision que je me fais de l'économie sociale et solidaire qui est finalement coopérer, porter un projet collectivement et Solidarité étudiante c'est exactement ça, c'est des étudiants qui se sont dit bon,
dans nos universités, on a des cafétérias, on fait partie du tissu associatif, on a tel ou tel projet ou telle initiative qui rejoint l'économie sociale et solidaire. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de faire quelque chose au niveau national pour à la fois porter l'économie sociale et solidaire et en même temps, évidemment, monter des projets et aider ceux qui veulent monter des projets d'économie sociale et solidaire, que ce soit le statut associatif, que ce soit des coopératives ou des mutuelles. Et donc finalement, solidarité étudiante, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est donc une coopérative qui a pour but d'avoir de rendre des services aux étudiants et de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et donc on a 5 champs d'action en particulier. Le premier, c'est d'installer des cafétérias. Donc là, à la maison de l'étudiant de Marne-la-Vallée, on est présent, on a une cafétéria. Il y en a en province, à Lille, à Lyon, à La Rochelle, donc un peu partout en France et en région parisienne. Et puis des épiceries aussi, qui sont des épiceries qui s'adressent à tous, mais qui permettent à tous aussi de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels dans sa cité universitaire. Donc on en a une à Antony actuellement. Donc ces lieux-là, que ce soit des cafétérias ou des épiceries, c'est avant tout un prétexte pour faire de la vie étudiante. Donc structurer des projets, aider les associations, voilà, c'est vraiment un prétexte pour être dans l'université et puis faire montrer un exemple concret d'économie sociale et solidaire. Et puis on a 3 autres champs d'action qui ne sont pas liés à des lieux concrets. C'est le projet COP Coloc, qui est en fait des colocations étudiantes pour les étudiants qui étaient chez leurs parents l'année passée et qui veulent accéder à un logement. Bien on les aide à le faire. Donc là, on est en phase d'expérimentation sur Paris. La deuxième chose, c'est donc les vacances. Donc l'idée, c'est la thématique du droit aux vacances, c'est-à-dire que les étudiants sont une catégorie de la population, et les jeunes en général, qui partent moins en vacances que le reste de la population. L'idée, c'est de les aider en relayant des dispositifs publics qui existent déjà et pour la première fois en créant un dispositif qui permettra de faire partir 600 jeunes en vacances pendant une semaine. À Morzine, c'est en Haute-Savoie, dans les Alpes. Donc ça sera en juillet 2015. Et puis, dernière chose, c'est évidemment l'aide aux associations, puisqu'on a créé un réseau qui s'appelle Fac Initiative et qui permet de tout simplement faire en sorte que les associations puissent s'entraider au niveau national, au niveau local, et puis mettre des outils pour créer son association, pour la développer également, au service des associations. L'idée, c'est de défendre une vision de la vie étudiante qui soit autonome et indépendante et de dynamiser un maximum la vie étudiante sur tous les campus de France. Donc on a bien compris en quoi cela s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, avec effectivement toute cette idée de lien social que l'on peut tisser en se rassemblant et en échangeant finalement. Et c'est l'échange sous toutes ses coutures qui est mise en lumière un petit peu, si je comprends bien, dans l'économie sociale et solidaire. Hugo, tu souhaitais rajouter quelque chose ou réagir? Oui, tout à fait. Non, oui. Oui ou non, c'est comme tu veux, mais il va falloir se décider vite. Je me décide, je fonce. Non, c'est assez intéressant ce qu'il a dit, sur tous les points de vue. C'est bien de voir que cette coopérative, du coup, si je ne me trompe pas, voilà, coopérative, va sur différents champs. Il disait, 4 chantiers, entre guillemets, notamment un chantier qui est très problématique aujourd'hui, celui du logement étudiant. Apparemment, vous menez des opérations sur Paris. C'est vrai qu'à Champs-sur-Marne, notamment, il y a un souci dans le sens où ça va avec la relance de la vie étudiante. Il y a finalement peu d'étudiants sur le campus même, et certains viennent de très loin. On sait que le territoire de la Seine-et-Marne est un territoire très élargi, et donc pas mal d'étudiants viennent ici parce que c'est finalement le moins loin, plus que le plus près. C'est le moins loin, ou ce qui est le plus facile en termes de transport en commun pour venir ici. Et ça pourrait, à travers des initiatives comme celle que vous menez avec celle sur les colocations, si j'ai bien compris,
permettre dans le même temps d'avoir une vision synthétique, une vision d'ensemble sur la relance de la vie étudiante. Parce que voilà, relancer la vie étudiante, c'est aussi permettre aux étudiants d'être présents sur le campus et de les encourager à l'être, et aussi, dans le même temps, rendre le campus attirant. Parce que c'est bien beau de venir ici parce que c'est à côté de l'université, c'est bien aussi de venir ici parce qu'il y a des choses à faire. Parce que le soir, on peut rencontrer des étudiants, on peut faire des choses avec. Et donc, voilà, moi, je trouve ça intéressant aussi que les associations jouent le jeu et qu'elles le jouent ensemble. C'est une sorte de combat qu'on essaye de mener aujourd'hui et qui peut être gagné avec la création de cette maison de l'étudiant. Si tu rigoles, mais... Ah non, non, c'était pour... Oui, non, c'était oui, effectivement, c'était... C'est- J'étais en accord avec ce que tu disais. ça peut être une manière Si d'encourager... si elle est ouverte suffisamment. Voilà, ça, on rentre dans d'autres problématiques, mais voilà, ça peut être encourageant dans un premier temps. Après, il faut voir, comme tu dis, comment ça va se goupiller précisément. Quels vont être les horaires, quelles vont être les associations? Est-ce que ça va encourager vraiment, proprement parler, une espèce de diffusion et de lancement de nouvelles associations? Voilà, tout ça. Est-ce que les étudiants vont venir sur la maison d'étudiants? Bon, là, on rentre dans d'autres considérations. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être un pas qui peut être fait par l'ouverture de ce bâtiment même. Et partir dans les autres... à partir de là, partir dans les autres initiatives, donc le logement, les vacances, etc., etc. Valentin, on va rentrer brièvement dans le détail pour essayer de voir un petit peu, pour éclairer nos auditeurs. Donc comment ça se passe? Parce que finalement ça ressemble un petit peu à un fonctionnement associatif. Qu'est-ce qui distingue d'une association, je dirais, classique? On a le même objectif de ne pas faire de profit individuel au sein de ne pas faire... c'est une association à but... Enfin non, c'est le même principe qu'une association à but non lucratif finalement. Donc voilà, première petite question sur qu'est-ce qui distinguerait d'une association classique. Et puis finalement, comment ça fonctionne à l'intérieur? Voilà, est-ce qu'il y a un président, un directeur? Voilà, quel fonctionnement est-ce que l'on peut ressortir en tout cas de solidarité étudiante, mais aussi peut-être de façon plus générale si cela correspond aux généralités. Alors, je vais peut-être, juste avant de répondre à Bien tes sûr, questions, répondre à Hugo peut-être. réagir à ce que tu disais parce que c'était intéressant. En fait, ce qui fonde l'action de solidarité étudiante et je crois de l'économie sociale et solidaire, c'est la réponse aux besoins des gens. C'est-à-dire que quand les gens ils ont un besoin ou des aspirations, eh bien l'économie sociale et solidaire elle est là pour leur donner un cadre d'expression. C'est un outil pour finalement réaliser, apporter une réponse aux besoins qu'ils peuvent ressentir au niveau très local. C'est pour ça qu'il y a un lien avec les territoires, mais aussi au niveau national. Et donc, on a effectivement sur le logement, on répond à une problématique. Donc là, sur le dispositif logement, on est en cours d'expérimentation, mais évidemment, on espère pouvoir... le plus possible se développer et aller partout là où il y a des besoins. Et sur la maison de l'étudiant, effectivement, moi je pense que c'est un projet qui se prête parfaitement au campus de Marne-la-Vallée. Et l'idée, moi je suis très intéressé sur l'idée de faire rester un maximum les étudiants parce qu'on a un outil qui est la maison de l'étudiant avec une cafétéria, avec les associations étudiantes qui sont là. Et donc, notre objectif à Solidarité étudiante, c'est aussi d'apporter un lieu pour que le soir, pour l'instant, c'est le jeudi soir, a priori, c'est là-dessus qu'on se... Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h tous les jeudis soirs, ça pourrait être ouvert. On travaille là-dessus en tout cas. L'objectif, c'est évidemment que les autres soirs, on puisse ouvrir le plus tard possible en fonction des contraintes qu'on peut avoir pour offrir un lieu où les étudiants peuvent se rassembler le soir. Et ça aussi, je pense que ce serait une réponse à un besoin des étudiants. Et donc pour répondre à ta question, donc sur la différence entre les associations et les coopératives. Finalement, en termes de gouvernance, entre guillemets, c'est-à-dire de qui dirige, Solidarité étudiante, c'est dirigé par les étudiants. Il y a une assemblée générale qui vote, qui désigne donc
un conseil d'administration, et conseil d'administration qui dirige la coopérative. Donc ça, c'est un peu comme une association finalement. La différence, c'est que nous, on peut faire des bénéfices, on a le droit, simplement ils sont répartis derrière, ils sont réinvestis soit par exemple dans une augmentation globale des salaires sur toute la coopérative, puisqu'on a des salariés, soit réinvestis dans l'action qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc en l'occurrence, on a mis par exemple très localement à Marne-la-Vallée, il y a un pot commun qui va être créé, qui permettra de financer des initiatives étudiantes. Et donc, en fait, ce sera un financement participatif d'initiatives étudiantes. Et donc, ce sera financé par notamment les adhésions à Solidarité étudiante qui permettront de le financer. Donc, ça permet aussi les bénéfices qu'on peut faire, l'argent qu'on peut toucher grâce à notre activité, d'être réinjecté au service du collectif, au service de la coopération entre les individus, entre les associations, au niveau local sur le campus. Donc finalement, la différence, c'est qu'on peut faire des bénéfices et aussi ça permet d'avoir un peu plus de professionnalisme, je dirais, c'est-à-dire que quand on gère une cafétéria, il y a des normes d'hygiène à respecter et donc ça nous permet d'accroître ce côté pro et qui nous permet de respecter les normes et d'être ouvert tout au long de la journée sans que on soit tributaire de est-ce que les gens ils ont cours, est-ce que ils sont dispo ou pas à cet instant-là. Donc ça me permet aussi d'avoir aussi cette stabilité-là dans la gestion au quotidien d'une cafétéria, d'une épicerie, voilà. Et puis, du coup, la deuxième question que tu me posais, c'est sur le fonctionnement interne. J'y ai plus ou moins répondu, mais tu avais cité le président. Donc oui, il y a un président, il y a un directeur général. La différence, c'est que le président, il est issu du conseil d'administration. Donc lui, c'est plutôt un rôle, je dirais, politique, c'est-à-dire qu'il dirige la coopérative, il fait les grands choix. Et le directeur général, il est plutôt là pour gérer au quotidien la coopérative. Donc il fait plutôt des choix plutôt techniques et il applique les grandes orientations qui lui sont fixées par le conseil d'administration, évidemment par son président. Merci pour ces éléments. Et alors du coup, quand on voit un petit peu cette économie sociale, moi j'ai parlé de parallèle parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que ça va un petit peu en parallèle ou que ça complète. Et bien finalement, on serait tenté de se demander est-ce que finalement ça ne se substitue pas à l'action qui est censée avoir un acteur majeur, à savoir l'État, notamment sur la solidarité. Est-ce que finalement il n'y a pas une substitution par rapport à l'État ? Alors, c'est intéressant parce que on a souvent tendance à dire dans l'économie, il y a 3 secteurs. Il y a le secteur, l'État, le secteur public, le secteur capitaliste, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire, et l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne vois pas vraiment les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'État, et je pense que sur plusieurs grands thèmes et grands champs d'action, l'État a une importance extrêmement forte et c'est nécessaire d'avoir, à mon sens, un État fort. Mais en même temps, je pense que la façon de faire de l'économie en dehors du champ public, finalement, elle est, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas des champs qui sont réservés à l'économie sociale et solidaire et des champs qui sont réservés à l'économie capitaliste. Il y a des champs qui sont ouverts et finalement c'est la façon, comme je le disais tout à l'heure, de faire de l'économie qui nous différencie. Et moi je pense qu'on peut entreprendre de façon collective. Et ça c'est de l'économie sociale et solidaire. Et du coup on peut entreprendre dans tous les champs. On peut imaginer une boulangerie, on peut imaginer une usine, on peut imaginer une start-up qui serait dans l'informatique. On peut imaginer toutes sortes d'entreprises, mais qui sont gérées sous les conditions fixées par la loi de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, c'est plutôt
à ça que s'oppose l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment entrepreneuriat collectif, géré démocratiquement avec le principe de non-lucrativité et je dirais entrepreneuriat plus classique, capitaliste. Ça ne s'oppose pas vraiment à l'État. Et je prends juste un exemple pour le montrer, c'est avec les Crous. Aujourd'hui, on est hébergé par le Crous dans le cadre de l'épicerie d'Anthony. Donc on travaille avec le Crous. On est plutôt en complémentarité. Et donc ça se passe très bien. Et il n'y a aucune volonté d'entrer en concurrence avec l'État dans ces champs d'action. Hugo, pour te répondre, évidemment. Mais justement, tu dis que là, vous êtes en collaboration avec le Crous. Comment ça se fait que le Crous n'assure pas la mission lui-même, pour le coup? Voilà, le Crous qui est normalement chargé effectivement de l'aspect social un petit peu Ouais. pour le compte enfin pas pour le compte de l'université, mais voilà, c'est une sorte de mission de service public qu'ils ont finalement. Alors effectivement, simplement, nous, on n'a pas en fait une mission de service public. Notre mission, c'est pas nécessairement d'aider uniquement, c'est pas d'aider uniquement les publics les plus précaires. Notre mission, c'est de nous adresser à l'ensemble des étudiants et de faire coopérer l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur situation sociale finalement. Et donc le Crous, effectivement, il va mettre en place des mécanismes de solidarité. On peut, c'est le rôle de l'État aussi plus largement. Finalement, nous, on va pas, par exemple, forcément, on va pas gérer des bourses. C'est au Crous de gérer ça. Après, moi, je considère qu'il y a des champs d'action que le Crous assure. Il y a des champs d'action qu'aujourd'hui le Crous n'assure pas. Si on prend l'exemple du logement, en France, en moyenne, c'est 7% des étudiants qui sont logés dans des résidences universitaires, alors qu'il y a 30% des étudiants qui font une demande de logement universitaire. Donc on voit qu'il y a un véritable besoin, mais que le Crous ne peut pas aujourd'hui, malheureusement, assurer l'ensemble du logement pour les étudiants. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est justement, en innovant, puisqu'on aide les étudiants à la décohabitation, c'est-à-dire à partir de chez leurs parents, ça permet à la fois d'innover et à la fois de répondre à une problématique concrète des étudiants, qui est celle du manque de logement. Hugo souhaite te répondre. Oui, je voulais non pas répondre à cette question, mais plutôt te demander, on parlait juste avant de la relation avec l'État. Est-ce qu'il y a une participation de l'État à l'économie sociale et solidaire, hormis la création de cette loi qui va booster ce secteur et aussi l'existence d'un ministère, je crois qu'on n'en a pas parlé, plutôt d'un secrétariat d'État qui est occupé dans un premier temps par, c'était d'ailleurs un ministre délégué, Benoît Hamon, et ensuite effectivement qui a été retransmis. Voilà, donc qui est d'abord à Sylvia Pinel, puis aujourd'hui à Carole Delga, l'intitulé exact étant le commerce, l'artisanat, la consommation et enfin l'économie sociale et solidaire. Donc, disais-je, mis à part l'existence à la fois de ce secrétariat d'État et de cette loi, est-ce qu'il y a une action, une participation de l'État dans ce secteur, par exemple à travers des subventions ou, je sais pas, des prêts de bâtiments, de locaux, des choses comme ça? Ça, c'est, je dirais, au cas par cas, c'est-à-dire en fonction des projets. Il y a dans l'économie sociale et solidaire les associations qui sont aidées, subventionnées, de moins en moins, malheureusement. Il y a les associations. Et puis après, une coopérative, c'est une entreprise. C'est une entreprise gérée collectivement, mais c'est une entreprise. Et donc, il y a des subventions aux entreprises en fonction de ce qu'elles font, de leur projet finalement. Par exemple, je donne cet exemple-là, les emplois d'avenir, c'est des emplois qui sont subventionnés, ils peuvent très bien profiter à une entreprise capitaliste comme à une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc finalement, les aides, la majeure partie des aides, c'est celles que
qu'ont les entreprises en général. Et puis après, effectivement, il y a notamment auprès des collectivités se développent des vice-présidences à l'économie sociale et solidaire qui ont des portefeuilles plus ou moins importants. Là, effectivement, il peut y avoir des subventions en fonction des projets locaux. Généralement, c'est est-ce que, surtout en ce moment, c'est est-ce qu'ils apportent de l'emploi, est-ce qu'ils créent de l'emploi sur le territoire. Voilà. Et donc, effectivement, il peut y avoir des subventions pour l'économie sociale et solidaire, même si aujourd'hui, c'est assez peu valorisé en termes de financement, l'économie sociale et solidaire. Mais est-ce que tu penses qu'avec la création de cette loi, qui se met doucement en place, ça va pouvoir booster ce genre de subventions ? La loi en soi, elle donne pas de moyens à l'État. Oui, c'est La loi, en gros, pour parler de la loi en général, elle a un avantage et un inconvénient. Son avantage principal, c'est de reconnaître le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est de dire ça existe, ça permet de le définir et ça permet donc de le pousser, de lui donner un peu plus de notoriété et de créer des dynamiques, notamment des dynamiques locales. Donc oui, ça va certainement aider. Ça s'inscrit dans un mouvement où l'économie sociale et solidaire se développe et un secteur qui est en dynamique. Parce que je rappelle, ça pèse quand même 10% du PIB en France, l'économie sociale et solidaire. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis derrière, l'inconvénient principal de la loi, c'est que c'est une loi qui est assez ouverte. C'est-à-dire que, par exemple, la Fondation Total, c'est pas vraiment une entreprise de l'économie sociale et solidaire. La Fondation Total peut très bien se réclamer de l'économie sociale et solidaire parce que c'est une fondation et qu'elle agit, en tout cas c'est marqué dans ses statuts, elle agit pour l'intérêt collectif. C'est en tout cas ce qu'ils disent. À partir du moment où tu agis, tu as un but collectif, tu agis pour le bien commun, tu rentres dans la définition de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, en fait, cette loi est très inclusive et donc elle fait rentrer des entreprises qui parfois viennent pour bénéficier du statut d'économie sociale et solidaire, mais qui en réalité ne font pas beaucoup d'économie sociale et solidaire. C'est la petite critique que je ferai à cette loi, mais bon, après, il y a aussi de bonnes choses qui y sont et ça permettra effectivement de dynamiser le secteur. Alors j'aurais deux questions du coup. Pourquoi déjà ces entreprises veulent bénéficier du statut du statut de l'économie sociale et solidaire ? Quels sont les avantages ? Et aussi, je sens chez toi une grande méfiance concernant les entreprises que tu qualifies de capitalistes. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette méfiance, cette défiance même ? Alors, c'est un sujet assez vaste. C'est en fait ce pourquoi finalement je me suis engagé dans l'économie sociale et solidaire. C'est parce que je pense que mes besoins, mes aspirations en tant que jeune, mais aussi en tant que citoyen en général, c'est des aspirations qui sont partagées par les gens que je côtoie sur mon campus, les gens qui ont le même âge que moi, les gens qui vivent dans la même société finalement. Et donc à partir du moment où je partage ces mêmes aspirations, où j'ai ces mêmes besoins, mon objectif ça va être de coopérer avec mes semblables, avec les gens qui m'entourent, pour arriver à ce que chacun puisse tirer dans le même sens et parvenir à faire à mettre en œuvre des projets. Si on parle de la vie étudiante par exemple, mon objectif c'est que le tissu associatif se développe pour répondre aux besoins des étudiants. Ça peut être sur la question du logement, on en parlait, sur plein d'autres questions. L'idée c'est de tirer dans le même sens. La différence en fait avec l'entrepreneuriat capitaliste, et c'est pour ça que je les oppose finalement, c'est que l'entrepreneuriat capitaliste, son objectif, c'est pas de faire en sorte que les gens tirent dans le même sens, c'est pas de rechercher la convergence. L'objectif, c'est de mettre en concurrence et de sortir victorieux d'une concurrence
entre différentes entreprises, différentes sociétés. Et donc, finalement, au lieu de mettre en coopération les gens, on les met en concurrence. Et donc, il y a des gens qui s'enrichissent, pendant que d'autres sont un petit peu oubliés, s'appauvrissent, et les inégalités qui s'accroissent. Et donc, ça participe d'un système qui, aujourd'hui, n'est pas la vision que je défends. Voilà. Merci. Je voulais justement continuer un petit peu en donnant quelques éléments, en distillant un petit peu l'actualité sociale et solidaire, en rappelant qu'il y a un Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, donc voilà, hein, elle a toute sa place aujourd'hui, tu le disais, 10% du PIB, et nous sommes, au mois de novembre, dans le mois de l'économie sociale et solidaire, dans lequel s'inscrit cette fameuse semaine où on retrouve l'économie sociale et solidaire dans différentes facs. Justement, on a à l'université de Marne-la-Vallée une chaire d'économie sociale et solidaire. Peut-être pouvez-vous nous en dire deux mots chacun, puisque je sais que vous avez regardé un petit peu, que Hugo a contacté certains enseignants de cette chaire qui ce soir sont à une réunion. Alors j'avais la page il y a quelques instants sous les yeux, je ne l'ai plus, mais peut-être peux-tu me rappeler, Hugo, quelle réunion ils ont ce soir? Alors oui, rappelez déjà qu'on a essayé de contacter et faire venir des représentants de cette chaire qui a été lancée, on l'a vu, en 2010. Alors qui du coup s'inscrit, parce qu'on a l'habitude de travailler en composante dans les universités, mais là elle ressort d'une composante parce que c'est à la fois du monde de l'économie, on a des sciences humaines et sociales, donc voilà, finalement plusieurs horizons différents. Du coup ça reste du vocabulaire entre qu'est-ce que un UFR, qu'est-ce qu'une chaire, qu'est-ce qu'une composante. Voilà, là c'est une chaire à part entière qui se détache, qui a son indépendance vis-à-vis de l'UFR de sciences économiques et gestion, et qui est donc cette chaire présidée par Hervé de Falvar, que j'ai contacté et qui malheureusement, comme tu l'as dit, a une réunion à l'atelier, donc sur Paris. Voilà, une rencontre chercheurs-acteurs. Voilà, c'est exactement ça. Donc évidemment, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et donc cette rencontre étant prévu de longue date, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Et puis, un petit regret, c'est que son emploi du temps étant, il n'a pas pu coordonner un peu la venue d'un autre représentant de cette chaire. Mais peut-être que Valentin pourra, vu qu'il est en contact avec eux par le biais de Solidarité étudiante, nous présenter cette chaire et puis présenter aussi les rapports qui peuvent exister entre les différents acteurs de ce domaine. Il y a, évidemment, et c'est aussi important pour les étudiants qui nous écoutent, une licence professionnelle et également un master, une deuxième année de master, management de l'insertion dans l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot. Oui, non, rappeler que ce n'est pas que de la recherche, c'est évidemment aussi des cursus universitaires pour s'insérer, pour professionnaliser finalement, c'est important de le dire, ce secteur de l'économie. Ce n'est pas un secteur qui sort de nulle part, c'est aujourd'hui de plus en plus des professions qui vont amener à des acteurs. Il va amener des acteurs à participer à ce secteur-là. Et on l'a vu, je l'ai cité, c'est 2010, la création, la mise en place peut-être un peu plus tard. Donc ça, c'est très récent. Donc, rappeler juste une chose avant de laisser la parole à Valentin, mais de souvenir, il me semble qu'une des étudiantes avait participé dans le cadre d'une émission de Radio Rec, plus précisément Cinebdo, avait participé, donc avait été intervenue pour présenter un des projets il y a ça 2 ans, je crois. Donc il y a une petite relation quand même. Voilà, toujours une relation entre nos émissions également. Vas-y Valentin, pour compléter le propos que nous venons d'avoir. Alors oui, sur la chaire, c'est pas faute de volonté, mais effectivement, la deuxième personne qui avait été contactée par Hervé de Falvar pour le remplacer à cette émission avait également un empêchement. Et donc, pour décrire un petit peu la chaire ESS, en fait, c'est le lien entre des chercheurs et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment des mutuelles, des coopératives, donc qui se regroupent pour faire de la recherche, mais pas seulement, aussi pour valoriser l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est un des buts de la chaire ESS. Et donc nous, effectivement, fort logiquement, sur Marne-la-Vallée, on a des liens, et donc on organise évidemment ensemble
la semaine prochaine la semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire sur Marne-la-Vallée, donc le 12 novembre, c'est mercredi prochain. Donc voilà, on travaille ensemble dans le même objectif qui est de faire connaître l'économie sociale et solidaire et de faire partager ses valeurs. Alors justement, mercredi, oui, juste avant que Hugo intervienne, je vais rappeler le rendez-vous, mercredi 12, donc mercredi prochain, 11h, 14h30, dans le hall de Copernic, donc voilà, un forum étudiant, voilà, avec, si je ne dis pas de bêtises, des jeux, théâtre de rue, stand d'association du campus, puisqu'effectivement, tu le disais toi-même, Solidarité étudiante et à travers son action fait aussi de la coordination entre les associations, voilà, entre le lien de la solidarité, action de prévention sur l'alimentation, et puis disco salade. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué gratuit, mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu peux nous en dire deux mots, voilà, sur ce petit programme, mercredi, voilà, tout simplement. Voilà, alors l'idée c'est de créer un événement sur le campus, donc mercredi 12 novembre, autour de l'économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire avant tout, c'est-à-dire que l'objectif c'est de partir de jeux, d'animation, de discussions avec des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire au quotidien, c'est-à-dire des gens qui sont dans des assos étudiantes, des gens qui sont dans des coopératives étudiantes comme moi, dans des mutuelles, voilà. Donc un événement avec, bon, tu en parlais, une disco salade. Alors la disco salade, ça fait réagir beaucoup de monde quand on a fait la communication aujourd'hui, notamment. Tout le monde se demandait ce que c'était. Alors en fait, c'est assez simple. C'est donc en fait, on fait collectivement une salade pour pouvoir la manger ensuite. L'idée, c'est qu'on la fait avec de la musique, d'où le mot disco. Et donc, c'est des légumes qui sont issus de Biocoop. Et l'idée, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, puisque ces légumes-là sont des invendus, qui sont évidemment encore en très bon état et qui sont tout à fait comestibles. Donc l'idée, c'est de faire cette salade et derrière de la donner aux étudiants, aux gourmands qui passent dans le hall de Copernic, mais également dans le hall de Bois de l'Étang, puisque on aura aussi des stands en Bois de l'Étang, dans le hall B de Bois de l'Étang, sur les mêmes horaires. Donc voilà, c'est de 11h à 14h30. Alors à 11h, en fait, l'idée c'est de se retrouver pour commencer la préparation de la disco salade. Et puis après, c'est vraiment à partir de 11h30 qu'on a les stands qui viennent avec les associations, avec les mutuelles. Donc il y a la MGEN, il y a la Maïf, la Mutualité française, et puis des partenaires. La chaire ESS sera présente. L'Atelier Île-de-France, qui est en fait un centre de ressources autour de l'économie sociale et solidaire, qui permet d'avoir des outils pour faire connaître l'économie sociale et solidaire. Et puis évidemment des jeux, donc des petits jeux, donc je vous laisserai les découvrir mercredi prochain, et une troupe de théâtre qui est spécialisée sur la découverte de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est du théâtre de rue, en l'occurrence ce sera du théâtre de hall, puisque ce sera dans le hall de Copernic et dans le hall de Bois de l'Étang. Voilà, les deux bâtiments un petit peu principaux, hein, où il y a le plus d'étudiants, effectivement, Bois de l'Étang et Copernic, qui sont aussi des lieux de vie. Hugo va te répondre. Voilà, donc tout ça s'organise dans le cadre... Non, tu souhaitais pas, je croyais que tout à l'heure tu allais intervenir juste avant qu'on parle de ça. Donc voilà, sur la semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire. Alors avec un autre événement, ce sera mercredi, et là ça concerne, on va le dire hein, pour nos camarades, l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. À partir de 16h, c'est jeudi, j'ai dit mercredi peut-être, je me suis emmêlé les pinceaux, jeudi 13, voilà, donc dans une semaine maintenant, table ronde cette fois-ci, remise du prix de l'étudiant entrepreneur en économie sociale, et également, voilà, hein, c'est le principe de du lien social, un petit cocktail à la fin, un petit cocktail convivial tout simplement. Donc voilà, une soirée donc qui aura lieu cette fois-ci à Paris-Ouest Nanterre. Donc voilà, comme quoi il y a plusieurs universités évidemment. Oui, alors en fait, la semaine étudiante, pour la remettre dans son contexte, la semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire a été créée par Solidarité étudiante l'année dernière. Donc là, on en est à la 2e édition. Et en fait, cette semaine, elle s'insère dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc là, qui concerne
tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on a décidé de créer une semaine étudiante parce qu'on pense que l'économie sociale et solidaire répond à la fois des aspirations et des besoins des jeunes et des étudiants en particulier, et qu'il y a beaucoup à faire pour populariser l'économie sociale et solidaire. Donc on a créé cette semaine-là, et donc il y en a partout où en fait on est présent, partout où il y a des gens qui veulent s'investir dans l'économie sociale et solidaire, des étudiants, et donc à Marne-la-Vallée évidemment mercredi, et jeudi 13 effectivement il y a à Nanterre la journée institutionnelle, mais c'est un peu plus que ça, c'est la journée nationale. Donc à Nanterre il y a à peu près la même chose, un forum avec les associations étudiantes, ça c'est sur le temps du midi, et effectivement à 16h30 il y a une conférence où on note la présence de plusieurs responsables de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France, voilà. Et l'idée c'est de parler un petit peu, de poser un petit peu les débats actuels de l'économie sociale et solidaire en ce moment, voilà. Hugo, pour te répondre, puisque je ne sais pas si Hugo souhaite compléter ou Non, questionner. Voilà, questionner davantage pour savoir, outre ces deux événements, est-ce que concrètement tu peux nous citer le reste de la semaine, s'il y a? Alors, malheureusement, il y a beaucoup d'événements, et moi je m'occupe... j'ai une visibilité sur ce qui se passe nationalement, et je m'occupe plus particulièrement de Marne-la-Vallée, donc je pourrais pas être aussi détaillé, mais je sais qu'il se passera des choses. Au moins citer. J'imagine qu'il y a aussi des informations sur un site internet. Si il y a, on peut, il y a le site internet, c'est SE-ESS, donc semaine étudiante de l'économie sociale et solidaire .fr, et donc ce site-là il référence en fait tous les événements qui peuvent exister, mais principalement, nous on est présents. Il y en aura à Lyon, à Grenoble, à La Rochelle, il y en a à Arras, il y en a à Nanterre évidemment, il y en aura à Évry, à Antony, donc un peu partout en France, voilà. Mais pas à Paris. À Paris, malheureusement, on n'est pas présent dans les universités de Paris intramuros, pas encore. On espère évidemment qu'il y ait à la fois la prochaine édition de la semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire, des initiatives venues d'étudiants parisiens, et c'est la même chose pour tous les campus. En fait, c'est très participatif, c'est-à-dire que on a un événement qu'on veut mettre dans le cadre de la semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire. Il suffit d'aller sur le site que j'ai évoqué tout à l'heure, donc se-ess.fr, qui permet derrière de s'ajouter au calendrier général et national des actions dans le cadre de cette semaine étudiante. Alors, on parlait de toute cette économie sociale et solidaire, on parlait des étudiants, et donc finalement, vous avez publié dans l'UMA, alors c'est l'UMA Dimanche, l'Humanité Dimanche, voilà, HD, une tribune, penser et promouvoir un entrepreneuriat coopératif en phase avec la jeunesse. Et donc, tribune coécrite par des personnes donc, de l'association Solidarité étudiante, enfin de la coopérative, et également de Copaman, c'est ça? Copanam. Voilà. Oui, Alors, ah oui, Panam, pardon, excusez-moi. effectivement. Panam, voilà, on va y arriver. Donc si tu veux nous en dire effectivement deux mots sur cela, et puis sur les différentes facettes qui sont travaillées dans cet article. Alors oui, peut-être pour revenir, donc Solidarité étudiante, j'ai présenté. Ecopanam, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, qui c'est sur la région parisienne. En fait, l'idée, c'est des gens qui veulent... comme on dit, se mettre à leur compte, c'est-à-dire reprendre une activité comme ça, un peu tout seul, qui veulent entreprendre quelque chose, et bien plutôt qu'ils soient, je dirais, dans la difficulté, parce qu'on sait que c'est pas facile d'entreprendre, de se mettre à son compte, et bien plutôt que d'être tout seul sans protection sociale et de porter finalement individuellement le risque de cette nouvelle activité, eh bien la coopérative d'activité et d'emploi comme Copanam, son objectif c'est de salarier ceux qui veulent mettre en place une activité, se mettre à leur compte, donc ils sont salariés de la coopérative,
et ils bénéficient de la mutualisation des fonctions. Par exemple, la comptabilité c'est mutualisé, le support juridique c'est mutualisé, et donc ça permet de créer en fait sa boîte en étant salarié, donc en ayant une protection sociale, et en même temps en bénéficiant d'aide et d'un soutien. Et donc finalement le risque il est plus collectif que individuel. Et effectivement c'est quelque chose qu'on soutient, et qu'on soutient notamment dans cette tribune, puisque je vais en dire deux mots. L'idée c'est que c'est une tribune qui est écrite notamment à destination des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et qui est écrite notamment par des jeunes également, puisque il y a Solidarité étudiante, et on est tous des étudiants, donc on reste encore jeunes. Donc l'idée c'est en fait concrètement de partir de la question finalement de la soutenabilité de notre modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien il y a un modèle qui crée de la précarité. Il y a un taux de chômage qui explose, et en même temps, c'est tout ça, ce modèle-là, ce modèle économique, il n'est pas en cohérence avec les attentes de la population, et notamment les attentes des jeunes, puisque on remarque dans différentes enquêtes, j'en cite qu'une seule, c'est celle Génération Quoi, qui a été menée par des sociologues en collaboration avec France 2, qui montre que les jeunes ont des aspirations communes, des besoins collectifs, et également une envie de s'engager pour faire bouger les choses, je dirais, au quotidien. Et donc il y a sur ces deux choses-là, à la fois le chômage, la précarité qui se développe, et à la fois, à l'inverse, la volonté de faire changer et faire bouger les choses. Il y a finalement quelque chose qu'il y a à changer dans cette société, et l'économie sociale et solidaire est une réponse, puisqu'il y a un intérêt croissant des moins de 30 ans pour l'économie sociale et solidaire, et également une reconnaissance institutionnelle, notamment avec la loi pour l'économie sociale et solidaire qui est de plus en plus importante. Donc à côté de ça, on voit qu'il y a il y a une promotion de l'entrepreneuriat. Alors quand je dis l'entrepreneuriat, là c'est l'entrepreneuriat individuel, c'est-à-dire que on a une promotion de la part du gouvernement, de la part des collectivités, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à entreprendre quelque chose, et on dit que c'est la réponse finalement, ou une des réponses au problème de chômage. C'est-à-dire, en gros, la société ne créera pas d'emploi, crée ton propre emploi. Et donc, de façon individuelle. Ça pose plusieurs problèmes, puisque ça crée un isolement. Les gens qui entreprennent, pour beaucoup, malheureusement, il y a un taux d'échec extrêmement fort, notamment sur les jeunes entrepreneurs. Et il y a un problème d'accès à la sécurité sociale, donc de protection sociale. On n'est pas protégé quand on fait ça, alors quand on est salarié, on l'est évidemment. Et puis des difficultés qui sont liées à l'âge également, qui sont celles de la dépendance familiale, le fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on est jeune, quand on est étudiant, évidemment qu'on n'a pas forcément énormément d'expérience, donc il y a une difficulté supplémentaire liée à l'âge. Et donc nous, ce qu'on pense, et c'est ce qu'on écrit dans cette tribune, c'est que l'entrepreneuriat individuel, ça ne peut pas être une réponse au problème de chômage, au problème de précarité. Par contre, on peut penser que l'entrepreneuriat vu de façon collective dans l'économie sociale et solidaire, donc, ça peut être une réponse, puisque justement c'est l'inverse de l'isolement. C'est le projet collectif, c'est la protection sociale. Quand j'en parlais, l'exemple de Copanam est assez marquant là-dessus, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, ça permet aux gens de s'entraider, de tirer dans le même sens, comme je le disais tout à l'heure, et de se protéger collectivement pour créer finalement un projet. Le problème, c'est que, et c'est encore une fois ce qu'on souligne dans cette tribune, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance malgré la loi, et qu'il y a plusieurs débouchés, et on propose plusieurs choses pour avancer sur ces questions d'entrepreneuriat collectif, et donner une vraie solution finalement aux jeunes qui veulent entreprendre et qui ont envie de créer des choses au niveau local, dans leur université, ou plus généralement dans la société. La première chose, c'est un dispositif de reconnaissance et de promotion de l'entrepreneuriat collectif
dans l'université. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les pépites, qui sont en gros le lieu où jeunes entrepreneurs individuels sont aidés entre guillemets, c'est-à-dire que ça a été créé pour ça. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre ça en place pour favoriser l'entrepreneuriat. Nous, ce qu'on propose aux pépites qui sont volontaires, c'est de faire en sorte de valoriser l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat collectif, et donc d'aider les jeunes à monter un projet collectivement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le soutien aux entreprises, mais aux entreprises qui créent collectivement des projets, donc aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a de l'argent qui est mis sur la table pour aider les entreprises, par exemple le pacte de responsabilité, on le voit, mais nous on pense qu'on pourrait aider, mieux cibler ce pacte de responsabilité et aider finalement les entreprises faire un choix, aider les entreprises qui créent de l'emploi collectif et donc qui assurent une protection à ceux qui veulent entreprendre. Et puis dernière chose, c'est l'intercoopération. Derrière ce mot-là, c'est en fait finalement les structures de l'ESS, les mutuelles, les coopératives, les associations qui s'entraident pour essayer de faire émerger de nouveaux projets d'économie sociale et solidaire. Et donc c'est typiquement ce que peut faire la chaire de l'économie sociale et solidaire à Marne-la-Vallée, ou encore Solidarité étudiante, quand on aide des jeunes, des étudiants à monter leur propre projet. Alors Hugo, tu as également lu cette tribune, peut-être en ressortir quelques questions, quelques interrogations, quelques remarques. Davantage que commenter cette chronique qu'on mettra peut-être à disposition sur le site directement pour que les auditeurs se fassent une idée. Donc plus que de commenter cette chronique et cette tribune et le commentaire qu'en fait Valentin, je voulais davantage relancer sur une actualité qui est très en lien vis-à-vis de cela. On a parlé tout à l'heure de la loi sur l'économie sociale et solidaire, mais on a parlé que de la première partie de cette loi, c'est-à-dire sur la définition et la reconnaissance de ce type d'économie, mais on n'a pas parlé d'une chose, et c'est pourtant ce qui fait le plus débat aujourd'hui, et ce qui fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Valentin, c'est quand on consulte aujourd'hui Internet, si on va sur Internet et qu'on recherche loi sur l'économie sociale et solidaire, ce qui arrive en premier dans les flux d'actualité, c'est le débat, l'espèce de tollé de la part des patrons autour des articles 20 et 21, plus précisément de cette loi, qui concernent l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise. Donc, grossièrement, si un chef d'entreprise veut céder sa société, il doit prévenir en premier ses employeurs ses employés, les salariés de cette entreprise, afin qu'ils puissent, s'ils le veulent, entreprendre une sorte d'entreprise de reprise de cette société, afin qu'il y ait moins d'entreprises qui fassent faillite, qui ferment alors qu'elles sont parfois viables, et voilà, encourager justement l'espèce de prise en main par les salariés. Donc voilà, je voulais voir aussi avec Valentin, vis-à-vis, faut le rappeler quand même, pour ceux qui ne suivent pas forcément cette actualité-là, qu'il y a eu une vraie réaction très forte de la part du patronat, qui se sent en quelque sorte trahi, qui a demandé à ce que cette loi ne rentre pas en vigueur. Pierre Gattaz, qui est le président du MEDEF, c'est Pierre son prénom je crois, oui, Pierre Gattaz, qui avait des mots très durs et qui a dit que le gouvernement mettait en quelque sorte encore davantage d'obstacles à l'entreprise. Voilà. Donc il y a une vraie posture à cran de la part du patronat vis-à-vis de cela. Et du coup, Valentin, pour répondre, excusez-moi. Ouais. Alors, pour réagir à ce que tu dis, effectivement, c'est un débat qui est d'actualité, qui finalement fait écho à beaucoup de choses. Je pense, par exemple, je citerai 2 exemples. Le premier, c'est celui de Florange. Ça fait beaucoup écho à ce genre d'actualité, c'est-à-dire que l'idée, c'est que
l'idée finalement que défend Pierre Gattaz, c'est que les salariés, premièrement, ce ne sont pas eux qui créent les richesses, mais ce sont plutôt les employeurs. Et deuxièmement, effectivement, que les salariés ne sont pas en capacité de gérer leur entreprise. Quand je dis les salariés, c'est l'ensemble, c'est les cadres, c'est toutes les catégories, toutes les échelles de l'entreprise. Et donc ça, c'est l'idée que défend Pierre Gattaz. Nous, l'idée qu'on défend, c'est tout simplement que, effectivement, il y a une vraie plus-value à ce que les salariés soient eux-mêmes acteurs de leur entreprise, parce que finalement, ils construisent quelque chose. Ils sont pas simplement là pour créer des richesses qui, au final, une part leur reviendra, une autre part ira à quelqu'un qui sera soit actionnaire, soit patron. L'idée, c'est que ils ont un projet, ils sont acteurs de ce projet, ils savent que l'argent qui est issu de ce projet-là, de cette entreprise, les richesses qui sont créées grâce à leur action, grâce à leur travail, eh bien, ils savent où est-ce qu'elles vont, et ils savent pourquoi et à quoi elles sont utilisées. Et c'est ça, finalement, le fait de reprendre son entreprise, c'est se dire, bah oui, moi j'ai une entreprise qui est rentable, et mon patron, parce qu'elle n'est pas assez rentable pour lui, parce qu'elle n'a pas finalement un bénéfice, elle fait pas un bénéfice suffisant, eh bien il va l'abandonner. C'est ce qui s'est passé à Florange. Et donc cette loi, elle permet, dans ce cas de figure, eh bien aux employés de se dire, bah oui, on va puisqu'il veut plus de l'entreprise, nous par contre on veut garder notre travail, on veut garder notre activité. C'est rentable, on fait quelque chose d'utile pour la société, puisqu'on crée des richesses, on crée quelque chose, et donc on va continuer, on va pérenniser cette activité-là, et donc seulement on va le faire nous-mêmes, de façon coopérative, on va le faire ensemble, entre salariés. C'est ça l'idée de cette loi, et finalement, moi je pense que c'est un des éléments très positif de la loi sur l'économie sociale et solidaire, mais ce que ça montre, cet épisode, et finalement ce débat entre le MEDEF et finalement l'économie sociale et solidaire, parce qu'on ne trouve pas beaucoup le gouvernement pour soutenir la loi en ce moment, ce débat-là, il montre la différence de perspective qu'il y a entre l'économie sociale et solidaire et l'économie capitaliste qui est défendue par Pierre Gattaz. Oui, non, juste pour rappeler quand même une chose, c'est qu'il y a un droit d'information préalable, mais il n'y a pas d'obligation de la part du chef d'entreprise d'accepter l'offre qui pourrait lui être formulée par les employés. Les employés ont le droit, on leur offre la possibilité, ils ont justement un droit d'information préalable, mais toutefois, si le chef d'entreprise trouve qu'il y a une autre offre qui est plus intéressante pour lui, il a tout à fait le droit, la liberté de l'accepter et donc de refuser tout bonnement celle qui est formulée par les employés. Pardon, merci pour cette précision. Moi, je voulais poser une question toute bête et qui peut-être rappellera une réflexion. Est-ce que on peut considérer que l'économie sociale et solidaire peut être un remède à cette fameuse crise dont on entend tant parler et dont on a nous-mêmes dans cette émission beaucoup parlé finalement? Est-ce que ça peut être une piste d'entraide? J'ai parlé en début d'émission de différentes facettes de l'économie sociale et solidaire. Je pense à ces fameuses bourses locales d'échange qui sont organisées. Alors moi j'avais vu l'année dernière celles qui sont organisées, une qui était organisée à Paris, c'est-à-dire en gros une sorte de troquet-puce. Les gens s'échangent, donc les gens du circuit d'économie sociale et solidaire, mais c'est assez simple pour s'inscrire finalement, s'échangent différentes choses. Et il n'y a pas d'échange monétaire, c'est-à-dire qu'on accumule une sorte de valeur d'échange sur papier, mais ce n'est pas directement, voilà, j'ai échangé ma souris d'ordinateur et je ne sais pas, enfin j'ai troqué finalement ma souris d'ordinateur que j'ai estimé à une certaine valeur, je mets de l'argent en stock du coup, ou alors, enfin de l'argent,
cette valeur en stock en l'occurrence, ou alors j'achète autre chose avec, j'ai changé ma souris, j'ai donné donc ma souris, je vais récupérer, je sais pas moi, un écran d'ordinateur parce que j'avais d'autres, alors il y a toujours un nom spécial à ces valeurs, voilà, là c'était des selles, enfin c'est les systèmes d'échange locaux, donc je sais plus quel nom c'était, je ne sais plus. Mais voilà, ça porte toujours un nom. Alors à Montreuil, on a la monnaie qui est la pêche. Là, il y avait un autre nom. Et voilà, donc on s'échange non plus des euros, mais une autre valeur, même si souvent c'est le même principe. Mais voilà, sans qu'il y ait d'échange monétaire, j'échange pas ma souris d'ordinateur contre 2 euros ou contre... Voilà, j'échange contre autre chose ou contre une valeur que je mets de côté pour ensuite pouvoir échanger de nouveau. Bon, est-ce que tout cela peut être considéré, voilà, le troc comme... et d'autres systèmes, évidemment, de l'économie sociale et solidaire, comme un palliatif à cette crise, voilà, une sorte d'issue de secours. Est-ce que ça doit l'être ou est-ce que ça ne doit pas l'être? Voilà, comment est-ce qu'on peut se positionner dans ce débat? Moi, ce que j'aime bien dans l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est en soi la recherche d'une solution, la recherche de... voilà, il y a une problématique qui se pose. Du coup, on va rechercher une solution collectivement. C'est ça que j'aime bien dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça veut dire que derrière, c'est plein de réflexions, Alors, il y a des tests, on voit qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses très établies, presque très conventionnelles. Il y a des choses qui se sont développées, qui sont extrêmement utiles socialement. Je pense aux mutuelles, par exemple. Donc, on voit qu'il y a des choses qui marchent. Il y a plein de tests qui sont faits. T'en as parlé. Il y en a qui vont aboutir, d'autres qui vont pas aboutir, mais l'idée c'est toujours de vouloir répondre à une situation. Et donc l'économie sociale et solidaire, c'est à une échelle macro, je dirais, une réponse à ce qu'on appelle la crise, mais qui est finalement une crise de système économique. Donc pour répondre à ta question clairement, oui. Et tu as utilisé le mot de palliatif. Non, c'est pas un palliatif. C'est-à-dire que moi, je pense pas que l'économie sociale et solidaire a la vocation à rattraper les erreurs les plus graves du système capitaliste. Moi, je pense qu'on peut entreprendre collectivement partout. Et que la réponse, qu'est l'économie sociale et solidaire, elle peut aller partout et s'appliquer partout avec la même efficacité, je dirais même une efficacité encore plus grande, parce que les gens ils se sentiront évidemment beaucoup plus acteurs de leur entreprise, de leur activité, de ce qu'ils font finalement au quotidien. Et l'économie sociale et solidaire, ça permet évidemment de donner du sens à son action au quotidien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens et de plus en plus de gens qui recherchent aussi ça quand ils cherchent un travail ou quand ils exercent leur travail au quotidien. Alors, j'ai retrouvé évidemment dans mes notes la valeur de ce dont je vous parlais. Il s'agissait pour l'information effectivement du CEL, donc du système d'échange local de Paris. Et dans ce CEL-là, on échange des piaf. Voilà. Donc un piaf égale 1 franc pour le coup. C'est vrai que cette économie sociale, alors là on parlait des étudiants durant toute cette émission et des jeunes, mais c'est vrai que ce système-là est souvent aussi repris par des personnes plus âgées. Dans le cadre de cette enquête qui avait été menée, on se rendait compte qu'effectivement c'était une majorité de personnes âgées. Et un piaf, donc 1 franc, égale aussi 1 minute de service, puisqu'évidemment on s'échange également des services, on part en vacances ensemble, voilà, notamment des espèces, oui, je vois Hugo froncer les sourcils, mais oui, des espèces d'échanges. Si je fais partie de ce CEL, je peux aller effectivement en vacances chez un camarade qui fait aussi partie d'un CEL, et donc il me prête sa maison contre autre chose, etc. Et voilà, donc tout ce qui peut s'organiser effectivement, donc ça va bien au-delà et de simples échanges. Je vous parlais de la souris d'ordinateur pour rigoler, parce que c'est ce qui m'avait frappé quand j'étais allé dans ce genre de troc et puce, de voir ces souris, ces vieux téléphones qui s'échangeaient, mais ça va bien au-delà de ça évidemment, faut pas caricaturer. Donc voilà, 440 personnes au CEL de Paris par exemple, et ce n'est pas le seul système d'échange local parisien, hein, il y en a 3 je crois de mémoire, donc pour vous dire qu'effectivement l'économie sociale et solidaire, eh bien ça peut concerner tout le monde par différentes actions. Parfois on ne sait même pas qu'on en fait, enfin qu'on consomme entre guillemets dans ce système-là. Hugo, pour réagir aux éléments dont Valentin a parlé il y a quelques instants. Oui, pour souligner que, à mon avis, il s'agit plus, quand on parle d'économie sociale et solidaire, de quelque chose qui serait complémentaire à l'économie traditionnelle, donc l'économie capitaliste,
plutôt que quelque chose d'alternatif. Enfin, du moins aujourd'hui, on ne peut me contredire sur ce point. Tu l'as dit, c'est 10% du PIB, donc il reste quand même 90 autres pourcents. Et puis, Nicolas, quand tu cites cet exemple de sel, on voit que les objets qui sont mis en échange, mis en troc, sont des objets qui sortent du réseau Finalement, traditionnel. qu'on ne peut plus retrouver effectivement en supermarché, par exemple, parfois. Mais c'est surtout des objets qu'on a trouvés en supermarché et qu'on a achetés en supermarché. Mhm. Voilà. C'est des objets qui ont été produits Ah oui, qui dans sont les- sortis, excuse-moi, j'avais pas compris ce que tu dans voulais les dire. circuits, on va dire, traditionnels et qui aujourd'hui, voilà, comme tu dis, ce sont des produits d'occasion. Mais non qu'effectivement, parfois, on ne retrouve plus. évidemment. Mais la base de ma réflexion, c'est surtout des objets qu'on a achetés, non pas à la base dans l'ESS, mais dans l'économie traditionnelle. Alors, pour réagir à ce que tu dis et ce qui vient d'être dit, sur ce que tu citais, toutes les expériences que tu citais, par exemple le troc, c'est en fait un mouvement particulier dans l'économie sociale et Bien solidaire qui s'appelle l'économie collaborative. Et donc, c'est effectivement, c'est assez varié l'économie sociale et solidaire. Il y a plein de mouvements différents, plein de traditions. Et donc, finalement, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des études dessus et de la recherche. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que effectivement, de fait, c'est 10% du PIB. 10%, c'est beaucoup, sachant que tu as quand même 50% du PIB, c'est l'État. Donc, du coup, ça veut dire que ça reste beaucoup, mais effectivement, aujourd'hui, de fait, il n'y a pas que l'économie sociale et solidaire qui existe. Ce que je dis simplement, c'est que je pense que rien ne nous empêche à terme, mais c'est un choix qu'il faut faire, un choix politique évidemment pour soutenir l'économie sociale et solidaire, un choix aussi au niveau des entreprises de s'organiser collectivement pour, quand on en a l'occasion, reprendre son entreprise en coopérative. Un choix aussi de soutenir, d'aller dans une mutuelle plutôt que dans une assurance. Voilà, c'est aussi ce genre de choses. L'idée, c'est que je pense qu'on peut développer l'économie sociale et solidaire jusqu'à ce qu'elle remplace l'économie capitaliste. Et donc c'est un modèle d'économie, et c'est un choix effectivement qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je défends parce que c'est effectivement les valeurs que je défends, que moi, logiquement, quand j'ai envie de créer quelque chose, je regarde aussi les gens qui sont à côté de moi et qui veulent créer la même chose, et je le fais avec eux. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à être le plus efficace. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à créer une société où on n'oublie personne et où finalement on réduira les inégalités et on avancera. Il s'agit effectivement de répondre à des besoins, et je pense que l'économie, elle doit être tournée vers ça. C'est ce que je défends, c'est que l'économie, elle doit être tournée vers la réponse aux besoins des gens, et pas vers finalement la recherche de l'intérêt particulier et des bénéfices particuliers, puisque souvent il s'agit évidemment d'argent. Donc finalement, ce que tu préconises, ça serait, malgré les sortes de clous imposés par la loi, à savoir voilà, un tas de caractéristiques que cette économie doit remplir, une utilité sociale. Voilà, le mot est pas forcément long, mais portant. Voilà, un certain nombre de caractéristiques. Tu voudrais que cette partie de l'économie, à terme, devienne l'économie. Tu penses pas qu'il y a des freins dans les clous qui sont imposés ? Les clous, on peut changer la loi. La loi. Donc, la loi Hamon, après- c'est une évolution de la loi qu'il y avait précédemment. donc déjà, tu n'es pas forcément d'accord avec la loi et la définition qu'elle donne de Il y a- l'ESS.
il y a peu de lois qui sont parfaites. Donc, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il il y a quelques imperfections à la loi. Mon propos, c'est pas de dire la loi, c'est pas bien, on a mal fait les choses. La loi, il y a un vrai intérêt, c'est que ça permet de reconnaître l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est important parce que ça permet de faire avancer l'économie sociale et solidaire dans le paysage économique. Maintenant, je pense qu'elle a ses limites, cette loi. Elle a ses limites parce qu'elle fait entrer dans l'économie sociale et solidaire des choses qui n'en sont pas vraiment. Et donc ça, c'est une limite. Elle a la limite aussi des finances, c'est-à-dire quels moyens on met pour développer l'économie sociale et solidaire, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'argent pour développer des projets économiques, pour les lancer. Après, l'idée, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi viable que l'économie capitaliste. C'est juste derrière, au niveau de qui contrôle, qui gère et qui réceptionne les bénéfices de cette économie. C'est ça la différence. Et donc, effectivement, moi, je pense que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais que les initiatives de regroupement des structures de l'économie sociale et solidaire pour pousser dans le même sens, ça permet de faire avancer les choses. Les initiatives politiques pour développer l'économie sociale et solidaire, ça permet de faire avancer les choses. Et chaque engagement dans une association, dans une coopérative, dans une mutuelle, dans un syndicat, eh bien chaque engagement permet de faire avancer l'économie sociale et solidaire, de la faire progresser. Et au final, je l'espère un jour que ça puisse constituer une part majeure de l'économie en France et dans le monde, j'espère aussi, puisqu'il n'y a pas que en France qu'il se passe des choses très intéressantes sur l'économie sociale et solidaire. Eh bien voilà, je pense qu'on peut vous encourager à rejoindre l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est un beau principe. Maintenant, effectivement, on n'a pas étudié toute cette partie coût. Je pensais à mon histoire de CEL, là, de Paris, de système d'échange local. Il y a toujours une petite contribution qui est demandée, histoire de rentrer et de payer les gens qui sont qui font fonctionner voilà le système, parce qu'évidemment, comme partout, il y a besoin effectivement de faire fonctionner le système, mais c'est souvent des sommes modestes qui sont mises en jeu. Et en tout cas, je crois savoir effectivement que sur le cas de voilà, pour profiter entre guillemets et des avantages que procure l'économie sociale et solidaire sur le campus de Champs et en particulier la maison de l'étudiant, il suffit de venir à votre cafette lorsqu'elle sera ouverte, voilà, dans les prochaines semaines. Et évidemment, on ne peut qu'inviter nos auditeurs à venir voir les différentes associations, les différentes mutuelles et services qui sont présents à la maison de l'étudiant sur le campus de Champs. Je voulais vous donner deux petites références. Bon, c'est pas non plus énorme. De Fallard, l'économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne, voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes Seine-et-Marnais. Quel levier pour un développement durable et solidaire? C'est un rapport d'études de la chaire d'économie sociale et solidaire de l'université Paris-Marne-la-Vallée. Voilà, de 2011 et qui fait 13 pages. Et toujours, décidément, c'est les 13 pages, c'est le chiffre 13. Mais c'est pour vous rappeler aussi que le jeudi 13, il y aura à Nanterre cette soirée, fin d'après-midi, disons. Voilà, et puis que le mercredi 12, c'est à Marne-la-Vallée, à Copernic et à Bois de l'Étang que vous pourrez retrouver l'économie sociale et solidaire en action. Eh bien, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale qui propose Panorama de l'économie sociale et solidaire en France et dans ses régions, édition cette fois-ci de 2012. Voilà, pour si vous êtes intéressé. Vous pouvez bien sûr nous poser vos questions, nous pourrons les relayer à Valentin si vous en avez, et bien sur le Facebook de la de l'émission Politiquement Incorrect, sur le Twitter. On met bien sûr la tribune en ligne dès que possible. Et puis, je vois qu'Hugo voudra rajouter quelque chose juste après. Vous pouvez également nous poser des questions sur politique@radio-rec.fr et nous mettrons bien sûr tout cela en ligne. Hugo ? Oui, avant le 12 et le 13, et pour ceux qui ont le temps, il y a, je vois, demain, le 7 novembre, de 9h à 12h30 à Bercy, Paris 12e, un événement avec la fameuse secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'ESS, donc Carole Delga. Un événement qui s'appelle Consommation collaborative, quels enjeux et quelles limites pour les consommateurs. Donc voilà, si des gens s'intéressent aux problématiques d'ESS et sont disponibles demain matin, renseignez-vous sur cet événement. Voilà, et puis de 18h à minuit ce soir, ça n'a rien à voir avec l'économie sociale et solidaire, mais ça a à voir avec la maison de l'étudiant, jeudi 6 novembre, c'est ce soir, 18h minuit, à cette maison de l'étudiant qui a enfin ouvert ses portes, alors pas totalement ouverte, il reste encore à
Voilà, pour le moment, on force les portes un petit peu quand on vient à la maison de l'étudiant, mais bon, vous inquiétez pas, tout va se réguler. La première soirée de cette maison de l'étudiant qui est ouverte depuis seulement lundi, vous vous rendez compte, on est jeudi, 4 jours, et la première soirée de cette maison de l'étudiante qui nous est proposée, alors court-métrage, concert, DJ, qui nous est proposé par l'association, bonne De question. l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Oui, c'est pour ça qu'ils sont de l'autre côté du bâtiment par rapport à nous. Et ils sont surtout de l'autre côté de la gare. C'est une association qui vient de l'IFI. Voilà, et ce soir, effectivement, ils se retrouvent de l'autre côté du bâtiment, c'est ça que je voulais dire. Voilà, effectivement, l'IFI, non, L'IFI qui propose des l'Institut, formations. voilà. Je me rappelle plus. Marc a failli nous faire une intervention ce soir, mais il se souvient plus, donc c'est pas... En tout cas, un institut qui propose des formations autour du cinéma, de la musique et des multimédias. Merci. Donc oui. des artistes en somme. Mais voilà, tout simplement, et c'est le programme de cette soirée, de la première. Voilà, ils vont inaugurer un petit peu ce bâtiment. En tout cas, on sera ravis de vous y retrouver dans ce bâtiment si vous venez nous voir. N'hésitez pas à postuler à Radio Rec, que ce soit pour devenir technicien, pour nous donner un coup de main, pour faire partie de notre émission Politiquement Incorrect, pour construire vous-même votre émission. Je sais que dans certains UFR en ce moment, ça se monte, des émissions qui pourraient se créer, que vous retrouverez bientôt à la radio. Et on espère bien sûr être de plus en plus nombreux, car nous aussi, effectivement, cette solidarité associative nous tient évidemment à cœur. Merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que ça a été pour toi, pour nous oui en tout cas. En tout cas merci, tu as été très clair dans les explications et j'espère que ça aura évidemment éclairé, je voulais dire éclairé, mais voilà, éclairer nos auditeurs ce soir. Voilà, merci Hugo d'avoir été avec nous une fois de plus. Merci Nicolas d'avoir présenté cette émission avec brio. Bah avec toi également, voilà, il y avait brio, moi et toi. Il paraît qu'on va bientôt avoir des jingles pour mes vannes pourries, mais bon, je n'ai pas hâte de les lancer. Et puis merci évidemment à nos auditeurs et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect sur Radio Rec. Bonne soirée à tous et à toutes, à bientôt.